Plusieurs soldats et membres des forces américaines et japonaises ont marqué cette bataille et ont joué chacun leur rôle. Cependant, 4 personnages se sont plus démarqués que les autres. Premièrement, du côté des Japonais, il y a Isoroku Yamamoto. Né le 4 avril 1884 et mort à l'âge de 59 ans le 18 avril 1943. Il est reconnu comme ayant été un amiral de la marine impériale japonaise. C'est lui qui a commandé la bataille de Pearl Harbor et qui est un franc succès pour les Japonais. Il a ensuite mené la bataille de Midway, essuyant un revers important. Il n'a cependant pas commandé toutes les troupes et avions seul. Il a été aidé par Chuichi Nagumo, un amiral s'occupant principalement du contrôle des porte-avions de la marine japonaise. Du côté des Américains, c'est Chester William Nimitz qui est le commandant en chef pendant cette bataille. Né le 24 avril 1886 et mort le 20 février 1966, il est reconnu pour avoir vaincu les Japonais à Midway, facilitant ainsi les combats futurs dans le sud du Pacifique pour les États-Unis. De son côté, c'est Frank Jack Fletcher qui s'est occupé de la force navale et des porte-avions. Fait remarquable au sujet de cet homme, on dit que, avec Fletcher, véritablement un amiral de combat, il n'a jamais perdu une bataille, rien n'a été pardonné et très peu de choses ont été applaudies. Les causes de la bataille de Midway sont que l'amiral japonais Yamamoto trouve que les dégâts faits lors de la dernière bataille ne sont pas suffisants. La flotte aéronavale est encore existante et Yamamoto le considère comme une menace pour l'Empire japonais et les futurs conquêtes du Pacifique. Il souhaite donc causer d'importants dégâts aux Américains le plus possible. En outre, il croyait que comme les Américains avaient subi plusieurs défaites dans le premier mois, ils souhaiteraient signer certains accords. Leur morale serait plus bas et ils accepteraient sans doute les signer. Ils pourraient par exemple effacer des traités les obligeant à ne pas participer à la guerre en Europe ou se soumettre à certaines restrictions japonaises. Yamamoto n'y voit donc aucun inconvénient, sachant qu'il est impossible pour les Américains de prévoir une telle attaque. Il décide donc de passer à l'offensive à la base de Midway. Toutefois, plusieurs jours avant l'attaque, les Américains ont réussi à déchiffrer les messages codés des Japonais, ce qui est un avantage majeur pour eux. Ils comprennent donc qu'une attaque est prévue sur la base de Midway. Le général Chester Nimitz des forces américaines, désormais au courant des préparatifs japonais pour leur attaque, décide d'augmenter les forces de base de Midway et préparer une contre-attaque. En effet, les Américains font comme s'ils ne savaient pas qu'une attaque était prévue contre eux, pour que les Japonais, dans leur attaque surprise, soient eux-mêmes surpris. Ils ont en quelque sorte combattu le feu par eux-mêmes. Quelques jours avant la bataille, grâce à la découverte de l'attaque que préparaient les Japonais sur Midway, l'amiral Chester Nimitz doit monter une flotte pour contrer l'attaque imminente des Japonais sur Midway. Il avait déjà 2 porte-avions, l'USS Enterprise et l'USS Hornet, à sa disposition, mais ce n'était pas assez pour faire face à la flotte japonaise qui comportait 4 ou 5 porte-avions. Malgré les estimations, qui étaient de 3 mois pour la réparation complète du porte-avions USS Yorktown, celui-ci avait été endommagé durant l'attaque de Pearl Harbor. Nimitz accorda 3 jours à ses mécaniciens pour le remettre en état. Les Japonais n'avaient qu'une petite idée de la composition de la flotte américaine. Ils pensaient qu'ils affrontaient seulement 2 porte-avions, mais la flotte de Nimitz était composée de 3 porte-avions, 8 cruisers, 15 destroyers, 360 avions et 16 sous-marins. À Midway, l'alarme a retenti à l'aube du 4 juin, lorsque Nagumo ordonna à ses bombardiers en piqué, ses torpilleurs et ses chasseurs d'attaquer la base de Midway. 2 heures plus tard, la bataille avait commencé. À l'aube du 4 juin, comme prévu, les bombardiers et les chasseurs décimèrent la base de Midway, mais cette attaque était insuffisante pour prendre le contrôle de l'île. Ils doivent donc faire une nouvelle attaque. L'amiral Nagumo n'avait pas reçu de nouvelles de son avion de reconnaissance. Donc, il ordonna à 7h15 que les appareils de réserve soient réarmés avec des bombes pour attaquer l'île.
Plus tard, l'avion de reconnaissance signale la présence d'une grande force navale américaine à l'est sans préciser la composition et immédiatement, il annula son ordre précédent. Il ordonne par la suite à l'avion de fournir la composition de la flotte américaine, laissant derrière eux un hangar avec plusieurs bombes sur le sol. Après 40 minutes, celui-ci signale la présence d'un unique porte-avions. Nagumo décide d'attendre le retour des escadrilles ayant réalisé l'attaque des Midway avant de lancer sa réserve, ce qui laisse à celle-ci le temps d'être convenablement préparée et équipée au lieu de faire une attaque imminente comme son contre-amiral lui avait recommandé. L'amiral Fletcher ordonne une contre-attaque. Il envoie des vieux torpilleurs attaquer la flotte japonaise. Mais ils ne réussissent pas à faire beaucoup de dégâts car ils se font abattre rapidement. Même s'ils n'ont pas occasionné d'immenses dégâts, les torpilleurs ont le mérite de créer une diversion et de laisser place aux bombardiers en piqué qui créent un déluge de bombardement sur les porte-avions adverses. Les appareils américains attaquent les porte-avions au pire moment. Les appareils japonais armés encombraient les hangars, les tuyaux de carburant serpentaient sur les ponts pour terminer les opérations de ravitaillement, et les fréquents changements d'armement avaient eu pour conséquence que les bombes et les torpilles étaient dispersées dans les hangars au lieu d'être stockées en sûreté. Il ne suffit que d'une seule bombe qui traverse le pont d'envol pour tout faire exploser. En quelques minutes, le Kaga, l'Agaki et le Soryu sont coulés. Il ne reste que le Hiryu qui était capable de lancer une frappe d'aéronef. Les derniers avions japonais qui étaient sur le Hiryu sont lancés vers 10h40 et vont attaquer le porte-avions repéré plus tôt, le Yorktown. Il est frappé par 3 bombes à la première attaque et 2 torpilles à la seconde. Ce bateau ayant survécu à la bataille du Corail fut coulé par un sous-marin 2 jours plus tard. Pour contre-attaquer, encore une fois, les Américains lancèrent 25 bombardiers en piqué pour attaquer le dernier porte-avions. 4 ou 5 bombes lancées par les appareils américains touchent mortellement le porte-avions japonais. Par la suite, les avions de l'USS Hornet, 16 bombardiers en piqué SBD Dauntless lancés avec retard à la suite d'une erreur de communication, attaquent sans résultat les autres navires japonais. À 2h15, dans la nuit du 5 au 6 juin, le sous-marin USS Tambor repère plusieurs navires, mais il ne parvient pas à les identifier. Donc, il donne la position des navires à ses supérieurs pour savoir si ce sont des navires américains. Ne sachant pas où se trouve la principale flotte, Surveillance suppose que les sous-marins avaient repéré la force d'invasion et il entreprit de les intercepter. Suite à la bataille de Midway, les Japonais ont subi la pire défaite aéronavale de la Seconde Guerre mondiale. Ils y ont laissé 4 porte-avions contre un seul du côté américain, qui était déjà sévèrement endommagé de son utilisation dans la bataille de Pearl Harbor. Donc, les lourdes pertes japonaises ont affecté la puissance de la flotte pour le restant de la guerre. Ils ont perdu tous leurs pilotes les plus chevronnés avec des années d'expérience, ce qui sera décisif pour la suite de la guerre, leur laissant des pilotes avec peu d'expérience au combat et des avions moins récents. Au niveau stratégique, l'amiral Yamamoto manque sa prise de Midway qui semblait une victoire à portée de main facile. Par la suite,
Son imposante flotte est réduite au néant et l'initiative est maintenant aux Américains. C'est d'ailleurs l'une des plus importantes victoires navales américaines de la Deuxième Guerre mondiale. Midway était une position hautement stratégique pour la flotte impériale japonaise. Elle planifiait prendre possession de cet endroit pour sécuriser leur sphère d'influence dans le théâtre pacifique de la guerre. Cette région aurait assuré la nation japonaise de détenir une influence politique, militaire et économique sur cette région. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour eux. Cette force n'avait pas subi de défaite maritime depuis 50 ans et avait presque anéanti la flotte américaine sur l'attaque surprise de Pearl Harbor. Cette défaite japonaise va asseoir la domination du porte-avions sur les flottes au détriment du puissant cuirassé. Ignorant que les messages japonais pouvaient être décodés, ils n'avaient pas prévu de plan B. La guerre prend une toute autre tournure alors que la puissance des Américains et des Japonais est grossièrement égalisée. Ces derniers vont contre-attaquer, notamment par la région de Guadalcanal. La guerre finira 3 ans plus tard et de nos jours, cette bataille est remémorée avec l'aéroport international Midway de Chicago, ou encore le mémorial de la bataille de Midway. Après le conflit, le Japon perd 4 porte-avions, un croiseur, 292 avions et perd plus de 2500 hommes. Du côté des États-Unis, les Américains vont perdre de Yorktown, le destroyer USS Amman, 145 avions et 307 hommes. Ce qui va convaincre définitivement le Japon de cesser son expansion d'atteindre le Pacifique. De ce fait, les Japonais sont restés sur la défensive pour le restant de la Deuxième Guerre mondiale, affectant le moral japonais et améliorant ainsi la confiance et la fierté des Américains.